Bonsoir à tous. Donc merci pour votre participation à ce Parlons Santé, donc qui va être sur le thème des addictions ce soir. Donc on a choisi le thème des addictions pour faire le lien avec le défi de janvier. Donc je me présente, Pauline Rébulard, je suis la directrice de la CPTS Brest Santé Océane. On va faire une table ronde ce soir qui va durer environ 40 minutes. Vous aurez après une vingtaine de minutes pour vos questions. Donc cette table ronde se terminera par un cocktail que vous voyez sur le côté. Donc vous aurez après un petit temps aussi pour pouvoir échanger avec les intervenants si vous le souhaitez. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer la table ronde. Donc un grand merci déjà aux intervenants d'être là ce soir. Donc comme je vous le disais en préambule, donc ce sera sur le thème des addictions. Et donc plus particulièrement en parler et orienter votre patient vers des outils adaptés. Donc on fera un focus ce soir surtout sur le programme ETP en addictologie. ETP en addictologie du bout du monde, qui a été développé sur le territoire brestois et donc qui sera présenté par le docteur Estelle Conque, qui est médecin généraliste, le docteur Marie Tersigay, qui est psychiatre au CHU, et Véronique Wader, qui est cadre de santé au CHU également. Donc, nous aurons également l'intervention d'Alice Le Divenac. Alice Le Divenac, qui est donc coordinatrice adjointe de la plateforme ETP 29, qui expliquera comment la plateforme les a accompagnés dans la création du programme. Et on aura également l'intervention de Pierre Monteil, qui est patient expert et qui est également impliqué dans le programme addictologie. Donc, on va commencer par votre intervention, monsieur Monteil. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre parcours et comment vous êtes devenu patient expert ? Oui, bien sûr. Donc, merci déjà pour votre invitation. Mon parcours, il commence au début des années 90, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de personnes qui deviennent addicts sans vraiment s'en rendre compte. J'ai un parcours dans l'addicto qui a duré environ 25 ans. Donc, début des années 90 jusqu'en 2015. Parcours qui s'est déroulé avec des phases de forte consommation, des phases de moindre consommation, même des phases d'abstinence. Et une rencontre avec le soin, tout d'abord en 2005. Suite à un burn-out. Donc là, à l'époque, je naviguais, je suis retraité de la Marine nationale, je naviguais. Burn-out, j'ai été rapatrié, je me suis retrouvé à l'hôpital des armées et le premier contact avec le soin, donc c'est situé dans ce cadre-là. Les médecins ont commencé à aborder avec moi un peu le sujet de mes problématiques addictives que je ne voulais pas vraiment reconnaître à l'époque. Néanmoins, ça m'a interpellé. J'ai commencé à suivre le groupe de parole de l'hôpital des armées, qui est un groupe de parole réservé essentiellement aux patients de l'hôpital des armées. C'est assez confidentiel. Et progressivement, au fil des années, ça m'a parlé. 2008, une grosse hospitalisation liée à un moment difficile pour moi, tentative de suicide, déprime, pas facile. Et 2009, la première cure. Donc, vous voyez, 2005, premier contact, 2008, première prise de conscience vraiment, et 2009, premier soin en addicto. Ça m'a permis de rentrer d'ailleurs dans une période d'abstinence d'un certain nombre d'années, ça doit être 2 ans, 3 ans. Et 2012-2013, 2013-2015, rechute importante, parce que pendant 2 ans, là, j'ai carrément été en arrêt maladie, longue maladie. Alors, succession d'hospitalisation, de rechute, hospitalisation, rechute, etc. Très, très compliqué. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé un peu dans fait accompli en 2015. Mon médecin qui me suivait à l'époque m'a dit je ne peux plus rien pour vous, si vous ne vous prenez pas en main. Et là, c'était un peu la panique. Donc, une dernière cure et une post-cure. Donc, Tiane, sur la région brestoise. Et là, ça a été la vraie prise de conscience pour moi. Donc, alors, j'aime bien le citer parce que c'est un médecin qui m'a beaucoup aidé à l'époque avec une phrase très simple. C'était le docteur Gillet qui s'occupait de la post-cure de Tiane à l'époque. Il m'a dit, monsieur Monteil, ça fait des années que vous luttez contre vos envies, vous luttez contre la maladie, mais vous vous trompez de chemin. Il ne faut pas lutter contre la maladie, il faut lutter pour une abstinence heureuse. Et pour moi, ça a été une phrase qui était vraiment
prise de conscience. Prise de conscience que toute l'énergie que je mettais en cette lutte, je la mettais pas dans le bon sens. Il fallait aller vers l'avant et non pas être vers l'arrière. Pas se battre contre la maladie, mais faire avec. Apprendre à vivre avec. Et ça a été vraiment le phénomène déclencheur. À partir de là, j'ai contacté le XAPA, le centre Ménès. J'ai été suivi par le docteur Levair, qui m'a beaucoup aidé à l'époque. Et surtout, qui m'a mis le pied à l'étrier en 2021. Et un jour, elle m'a dit, Monsieur Monteil, tel que je vous connais, j'ai quelque chose pour vous. Je dis, quoi? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du parcours de patient expert? Je dis, non. On me dit, pour vous, ça vous irait très bien. Et elle avait raison. Donc, j'ai contacté France PEA, donc l'association France Patient Expert Addiction. Je suis passé dans un jury. Je suis rentré dans le parcours de certification. Ça a duré 1 an et demi. En parallèle de ce parcours-là, j'ai découvert l'ETP. J'ai fait ma formation ETP 40 heures en parallèle. Et en 2022, donc, j'ai été contacté par le XAPA, par Véronique Conner notamment, pour intégrer ce programme ETP du bout du monde. J'ai sauté dessus, j'ai été certifié dans la suite. Et depuis un peu plus de 2 ans, je travaille avec cette équipe qui est formidable, je dois vous le dire, et avec qui j'ai eu un accueil vraiment chaleureux. Donc voilà, c'est en gros mon parcours. Oui, donc par rapport à votre rôle en tant que patient expert, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste concrètement? Patient expert, c'est une certification donc, qui est reconnue par l'HAS. Il faut quand même le savoir aujourd'hui. On se bat pour obtenir un statut. C'est une validation d'acquis, en fin de compte. C'est-à-dire, comme j'aime bien souvent me présenter, moi, j'ai pas fait 5-7 ans d'études de médecine. Par contre, j'ai 25 ans de pratique dans le domaine de l'addiction. Donc, c'est une pratique médicale, c'est une pratique médicamenteuse, c'est une pratique psychologique. Voilà, on est passé, tous les patients experts, on passe tous vers toutes ces étapes. Donc, on a une véritable... On acquiert des compétences de terrain, en fin de compte, qui nous aident énormément, notamment quand on doit échanger avec d'autres patients. Donc, au programme ETP, notamment, c'est une facilité. Quand je me présente à un patient pour lui faire un bilan, je me présente en tant que tel, je dis que je suis un patient expert. Vous voyez les yeux du patient qui font clac, tout de suite. Pourquoi? Parce que déjà, on représente un espoir. Ça veut dire qu'on peut s'en sortir. On peut non seulement s'en sortir, mais aller plus loin que s'en sortir. Le vivre avec et même aider les autres et passer de l'autre côté du bureau. Ça, c'est un des éléments importants. Ensuite, dans les ateliers que l'on co-anime tous ensemble, ça fait un lien. J'ai une facilité, moi, de communication avec le patient. Je ne suis pas médecin, moi, je ne parle pas médecine, je parle avec mes mots. J'aide souvent les patients à formuler leurs idées. Mon atelier, c'est des fois compliqué. Je les aide à formuler et à ce moment-là, ils disent « Ah oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça que je veux dire. » Bah oui, parce que oui, je sais de quoi il veut parler. Je suis passé par là et ce lien, il est unique. Et je m'en sers. C'est utile, ça aide à l'animation, ça aide à créer une osmose dans ces ateliers. Pour les bilans, c'est pareil, ça aide à ce que les patients, ils me parlent de façon des fois très crue. J'ai des patients qui m'ont dit, mais des fois, je vous en dis plus à vous qu'à mon médecin. Je dis, oui, ça, c'est nous, ça regarde. C'est parce que ce lien est là. Alors, bien sûr, moi, je dois travailler aussi en protection. Ça fait partie de la formation que j'ai reçue avec France PEA. L'élément important et clé de notre certification, c'est d'abord être capable de travailler en protection pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il n'est pas question qu'au bout d'un moment, les échanges que j'ai avec des patients, soit en atelier, soit en bilan, puissent altérer, moi, ma santé. Donc, il faut que je sois, moi, en protection. Donc, moi, j'ai cette chance, c'est que je travaille avec l'ensemble des intervenants de l'Addicto sur la région vastoise, puisque le programme regroupe l'ensemble des intervenants. Mais mon pôle de santé, c'est la CHIR. C'est carrément en dehors, c'est l'hôpital des armées. Donc je continue de suivre. J'ai toujours une psychologue, une psychiatre. Je continue mon suivi en parallèle et qui m'aide justement à avoir toujours ce juste équilibre entre cette capacité à pouvoir aider les autres sans que ça nuise moi à ma propre santé. Ça, c'est important. Maintenant, oui, mon parcours m'amène, là, je vais intégrer bientôt le copil de l'UTEP aussi à la Cava Blanche, donc voir les programmes ETP sur une plus grande échelle, donc sur l'ensemble des pathologies addictives, parce que moi, l'ETP, je trouve que c'est un outil formidable, c'est quelque chose qu'il faut promouvoir, qu'il faut développer, et pas uniquement l'addicto, bien sûr, dans toutes les maladies chroniques, toutes les maladies qui peuvent nécessiter. Et avec l'ETP 29 aussi, on échange régulièrement. L'objectif, c'est vraiment de développer l'ETP et le partenariat patient. Parce qu'on est pas mal être convaincus dans la région que l'ETP et le partenariat patient, c'est quelque chose d'indissociable.
Donc vous pouvez avoir un patient partenaire dans une pathologie chronique qui travaille en plus en ETP, c'est un plus pour le programme. Moi j'en suis convaincu, et puis tous les intervenants ici sont convaincus de cette démarche-là aussi. Merci. Et votre place en tant que patient expert vis-à-vis des services, enfin, des professionnels de santé plus généralement, comment ça se passe? Bien. Ma place, alors, quand j'interviens auprès des professionnels de santé, c'est souvent ça. J'explique souvent. Moi, j'ai fait un stage notamment pour ma certification à l'Estran, donc à Saint-Ronan. Et ça a été vachement bénéfique parce que moi, je me suis vraiment positionné à ce moment-là, de l'autre côté de la barrière. Je travaillais avec les équipes soignantes. Et puis, c'est vrai qu'avec la cadre de santé de l'époque, elle a quitté depuis. On a beaucoup échangé et on était d'accord sur une chose, c'est qu'on n'est pas là pour prendre la place de qui que ce soit. On a un nouvel outil en fin de compte. Les équipes soignantes, elles ont leur travail. Elles sont déjà rodées dans tous les centres qu'on aille à Beauhard, à Saint-Ronan, à Landerneau. Ils ont leur façon, leur protocole de soins, leur façon de travailler. Et nous, on arrive en plus. Et là, on est comme un outil supplémentaire. Moi, comme je dis souvent, utilisez-nous. Utilisez-nous comme un outil supplémentaire. On ne prendra pas la place de qui que ce soit. On est un plus. Donc, prenez-nous comme un plus et travaillez avec nous. Vous allez voir qu'on apporte plein de choses. Il faut oser. Ça répond à votre question ? Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Je pense que vous aurez des questions tout à l'heure de la part des participants. Alors, Alice, donc, le Divolac, je vais y arriver. Donc, vous travaillez au sein de la plateforme ETP29. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle de votre association et quel est votre territoire d'intervention ? Oui, bien sûr. Merci de m'avoir invitée. Alors, on va pouvoir passer. Donc, je vais juste repréciser un petit peu. Donc, depuis une dizaine d'années à peu près, des dispositifs de soutien à l'ETP ont vu le jour en Bretagne. Donc, on voit que là, actuellement, il y a un grand nombre de structures qui existent. Donc, il y a des plateformes d'éducation thérapeutique, comme nous, la plateforme ETP29, et des UTEP, qu'on peut appeler aussi UTEP, donc qui ont les mêmes missions que nous, mais sur un GHT seulement. Et donc, la grande mission de ces plateformes et UTEP, c'est de soutenir le développement et la promotion de l'éducation thérapeutique dans chaque territoire. Et donc, nous, le territoire de la plateforme, c'est le territoire de démocratie en santé Finistère-Penarbed. Et en français, ça veut dire tout le Finistère, sauf Quimperlé. Voilà, on n'a pas la petite partie de Quimperlé. Voilà, on peut passer à la slide suivante. Donc, au niveau de c'est encore celle d'après. Je crois que voilà. Au niveau de la plateforme ETP29, donc on est une association de type loi 1901 qui a été créée donc en 2015. Donc on va fêter nos 10 ans cette année. Donc on est structuré avec un comité de direction qui est composé de 10 membres et chaque membre après est issu d'un collège. Il y a 5 collèges différents à la plateforme. Je passe assez vite parce que c'est des termes assez, je l'ai dit, qui est pas très importance pour ce soir. Et juste pour les types salariés, du coup, il y a 2 coordinatrices, donc Gaëlle Lebozec qui est la coordinatrice principale et donc moi-même qui est coordinatrice adjointe. Et on a une assistante de gestion administrative et comptable, Élodie Parisini. Donc on a une petite équipe, mais on rayonne du coup sur l'ensemble du Finistère. Donc ça nous occupe bien. Au niveau du coup des missions, donc on a une mission de recensement au niveau de l'offre en ETP. Donc il faut vraiment qu'on ait une veille auprès des acteurs du territoire pour savoir dès lors qu'il y a un projet, pour qu'on puisse les accompagner. Et quand il y a des programmes déclarés, pour qu'on puisse connaître, nous, l'offre d'ETP dans le territoire et faire le lien du coup avec l'ARS Bretagne, qui recense également les programmes. On a des missions d'information, d'orientation des professionnels vers des formations, mais aussi des patients vers des formations adaptées. Et on va aussi mettre en lien des professionnels de santé de programmes ETP différents, par exemple, pour partager les expériences, essayer de favoriser le partenariat avec les patients, mais le partenariat aussi interprogramme. Donc nous, on ne fait pas à notre niveau, on n'est pas organisme de formation, mais on oriente du coup vers des organismes. Après, la mission vraiment principale de notre métier, c'est vraiment c'est l'accompagnement et le soutien méthodologique auprès des équipes ETP. Donc ça nous occupe vraiment la majeure partie de notre temps. Donc on va auprès des équipes dans les structures. Donc ça peut être la Fondation UDIS, comme
comme les cliniques, les maisons de santé, le CHU, etc. Et donc, on va les accompagner dès lors qu'il y a un projet, donc vraiment dans la construction. Et après, une fois que le programme est validé auprès de l'ARS, on va les accompagner à la restructuration quand il y a des outils, par exemple, à améliorer, des conducteurs de séance à rajouter. Voilà, on les accompagne vraiment à tous les niveaux. Et aussi donc, dans l'évaluation. Donc, il y a des évaluations à faire tous les ans en interne. Et après, tous les 4 ans, il y a une grosse évaluation à transmettre à l'ARS. Voilà, on peut aussi proposer des temps d'analyse de pratique. Et une de nos missions qu'on va essayer vraiment de mettre en place encore plus là, dans les années à venir, c'est la coordination territoriale, c'est de fédérer les acteurs en ETP. Et pour ça, on va proposer des temps événementiels sur différents formats. Et le prochain temps fort, ça va se passer, je fais ma petite pub en même temps, ça va se passer du coup au CHPN, donc à l'hôpital de Morlaix le 6 mars. C'est sur une demi-journée. Du coup, il y a un temps de 12h30 à 15h où les professionnels des programmes et des projets à Morlaix vont avoir des stands et présenter un peu leur programme avec les outils, voilà. Et après, il y a une conférence donc, animée par Alexandre Berkès, qui est enseignant-chercheur sur le partenariat en santé. Voilà, donc c'est quelqu'un qui travaille aussi à Matignon auprès des premiers ministres sur vraiment la question du partenariat en santé. Donc c'est vraiment une ressource et on est très content d'avoir à Morlaix du coup le 6 mars. Voilà pour les missions. Alors, j'avais juste une question par rapport à l'accompagnement. Donc finalement, ce que vous semblez dire, c'est qu'il n'y a pas tellement de durée. Non, tant que l'équipe a besoin de vous, vous êtes là pour pouvoir les accompagner. Tout à fait. Il y a des équipes qu'on accompagne depuis presque 10 ans. Il y a des équipes qu'on va accompagner ponctuellement sur un besoin à un moment. Une nouvelle équipe, par exemple, qui maîtrise pas vraiment l'évaluation, on peut les accompagner une fois. Mais si après c'est OK et qu'elles n'ont pas besoin de nous, voilà, nous on est vraiment... on est à disposition. Si les équipes ne s'emparent pas de notre accompagnement, c'est pas grave. Et voilà, elles prennent elles-mêmes. Après, on est un peu garant aussi du bon respect du cahier des charges de l'ARS. L'ARS, par exemple, quand elle voit des programmes qui ne sont pas accompagnés par la plateforme et pour lesquels il y a des choses à revoir, elle demande aux équipes de se rapprocher de nous et en même temps, elle nous contacte aussi pour qu'on se mette en lien. Parce qu'on a vraiment cette mission de faire en sorte que l'ETP dans notre territoire soit de qualité et reconnu auprès de l'ARS. Voilà, d'accord. Et de arriver à répondre à toutes les sollicitations, au fait que justement il n'y ait pas de durée dans le temps. Oui, ça va. On a des journées bien chargées, mais on s'en sort. Ça va. Et je voulais donc vous présenter ce soir rapidement. On a restructuré notre site internet là en 2023 et 2024. Et on en a profité pour réfléchir à un nouvel outil un peu plus ergonomique et plus pratique pour retrouver les programmes ETP. Donc, quand vous allez sur le site de la plateforme ETP 29, vous pouvez cliquer sur l'onglet Programme ETP et on va avoir un annuaire des programmes déclarés auprès de l'ARS. Et on peut faire des recherches par thématique, donc soit par structure. Donc, si par exemple, on met la Fondation EDIS, on va avoir tous les programmes ETP de la Fondation. On peut faire des recherches aussi juste par maladie, enfin par pathologie. Et en mettant, par exemple, un mot-clé, le diabète, on va avoir tous les programmes diabète qui correspondent, qui existent du coup dans le territoire. Et l'idée, c'est après de cliquer, quand on cherche un programme, de cliquer sur la page du programme. Et on a créé des petites fiches synthétiques qui reprennent le parcours du patient, les thématiques des séances, la personne à contacter pour avoir plus d'informations sur le programme. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter l'orientation des patients vers les programmes et que les professionnels de santé puissent facilement, quand un médecin a un patient, je reprends les termes du diabète, par exemple, qui puisse tout de suite donner aux patients les lieux où il y a des programmes diabète à proximité de chez lui. Voilà. D'accord. Et vous savez combien il y a de programmes aujourd'hui sur le Finistère? Alors, j'ai plus le chiffre exact, mais plus d'une 60aine quand même. Ça change un peu parce que là, il y a des nouveaux qui viennent d'être validés. Il y en a qui arrêtent malheureusement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens humains et des ressources financières, on va dire. Donc là, on est quand même à une 60aine à peu près. Et on est le plus gros territoire. Alors, si je dis pas de bêtises, il me semble qu'on est le territoire qui a le plus de programmes ETP en Bretagne. Voilà. Et juste pour finir sur notre site internet, on a aussi cette petite page actu qu'on a essayé de mettre en place pour relayer les informations et faire un peu la promotion des programmes. Donc on va relayer aussi sur nos réseaux sociaux. Donc quand un programme vient d'être validé, on va essayer de faire une petite actu
pour mettre en avant le programme. Quand il y a par exemple un programme qui vient d'intégrer un fashion partenaire, on peut faire une actu à ce niveau-là. Enfin, voilà, on essaye vraiment de sensibiliser au maximum le grand public et les professionnels de santé à l'ETP. C'est un peu notre mission secondaire, mais après l'accompagnement méthodo. Très bien. Merci pour ces explications. Alors, on va maintenant parler plus précisément du programme ETP en addictologie du module 11. Donc, le souhait de créer ce programme est parti dans le constat. Donc, quel est ce constat ? Oui, c'est vrai. Alors, déjà, la plateforme ETP29, c'est vrai que c'est un soutien très précieux quand on construit un programme comme ça d'ETP dans une équipe, à la fois pour la mise en place, pour la construction de diagrammes en soi, licence, et aussi pour les évaluations régulières, c'est très précieux. Et donc en fait, ce programme-là d'ETP29, c'était parti en fait d'un constat de l'ARS sur le fait que déjà l'addiction, c'était une maladie chronique qui est responsable de, rien que pour le tabac et l'alcool, 110 000 à peu près décès par an, donc c'est assez conséquent. Et que donc voilà, ça crée donc un problème majeur de santé publique. Et c'était parti aussi sur le constat que finalement, il y a un gros décalage entre les personnes qui ont un trouble addictif et les personnes qui sont vraiment traitées par les services de soins spécialisés. Les chiffres qui ressortent, c'est qu'à peu près 20% des personnes qui souffrent de l'usage sont traitées par des soins spécialisés. Donc il y a vraiment un gap assez conséquent. Et donc c'était sur ces données-là que finalement l'ARS a, dans son projet régional de santé de 2018-2022, décidé d'aller développer d'autres modalités de prise en charge pour des personnes qui ont un trouble addictif. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un appel à projet, et je laisse Véronique Croider parler, parce que tu es maintenant dès le début. Donc, en fait, il y a eu un appel à projet lancé par l'ARS pour mettre en place un programme expérimental d'ETP en addictologie, auquel le CHU de Brest a répondu. Et donc, on est parti de très très loin parce que, par exemple, sur le CHU de Brest, en addictologie, nous n'avions aucun professionnel formé aux 40 heures. Donc, il a déjà fallu mettre en place une formation. Et puis, dans le cahier des charges de l'appel à projet, il y avait le côté territorial du programme qu'on nous demandait d'avoir. Alors, on a de la chance en addictologie d'avoir un réseau qui s'appelle le réseau alcool toxique du Ponant, qui regroupe en fait 7 des structures du Finistère Nord qui interviennent dans le champ de l'addictologie. Donc on s'est appuyé sur ce réseau et on a proposé à 3 autres structures du réseau de participer avec nous à ce projet. Donc on a le CH de Landerneau, on a le CH de Saranan et on a la Fondation Unidis avec le SMR Addicto de Tigane. Donc on s'est tous retrouvés autour de ce projet sans savoir trop par quel bout le prendre. Et on a fait un recensement des besoins en formation déjà qu'il pouvait y avoir dans chaque structure. Et on a mis en place la formation. Alors, dès le départ, évidemment, on a été accompagné par la plateforme ETP29 qui, en effet, nous a mis en lien avec un organisme de formation pour qu'on mette en place cette formation. Et alors, cette chance qu'on a eue de faire cette formation tous ensemble, c'est que on était 15 professionnels travaillant en addictologie, formés en même temps. Ce qui fait que même pendant la formation, on était déjà dans la projection sur la construction du programme. On était, ça nous a permis de l'interconnaissance. On se connaissait déjà, mais de mieux nous connaître et de déjà donner cette évolution qui a fait que ça a bien pris par la suite et que ça a continué.
Une fois la formation terminée, on a mis en place des groupes de travail, donc avec les professionnels formés, pour essayer de voir comment on allait construire ce programme, qu'est-ce qu'on voulait y mettre et comment on allait faire. Et puis, dès le départ, on s'est dit, mais ça serait quand même bien d'avoir un patient expert avec nous. Parce que quand même, c'est pour les patients, et d'avoir l'avis du patient pour nous aider à le construire, eh ben, ça serait plutôt très très bien. Donc, et donc du coup, on a intégré un patient expert dès le départ, c'est-à-dire dès la réflexion autour du programme, par rapport au thème qu'on voulait émettre, par rapport à la construction aussi de tout ce qui était les conducteurs de séance. Au bout d'un an, quelques mois, un an, ce patient a quitté le programme pour des raisons personnelles. Il a changé de ville. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à Pierre, qui a rejoint le programme et qui a continué la réflexion avec nous. C'était très très intéressant parce que ça nous a permis vraiment de pousser la réflexion plus loin. Et la plateforme TP29 nous a permis d'organiser nos idées, parce que des idées on en avait. Mais alors, on avait envie de faire plein de choses. Puis après, il y a un principe de réalité, c'est qu'est-ce qu'on peut faire vraiment et quels sont peut-être les principaux thèmes à travailler. Voilà. Donc, juste une question par rapport à ça. Au moment justement où l'équipe s'est constituée, est-ce que c'était une personne au sein de l'équipe qui coordonnait finalement le groupe de travail, ou est-ce que c'était le rôle de l'association ETP29? Alors c'est plutôt moi qui, au départ, a coordonné le programme. En fait, c'était moi qui faisais la secrétaire du programme, donc qui faisait les comptes rendus des réunions. C'était moi qui avait la mailing list et qui envoyait les mails un peu à tout le monde. Mais par contre, la plateforme ETP29 était vraiment présente à toutes nos réunions, ce qui nous a permis, dès le départ, d'être bien orientés. Ce qui a permis aussi de pouvoir nous aider, par exemple, sur le référentiel des compétences qu'on voulait avoir dans notre programme, sur comment est-ce qu'on construit, parce que même si on a fait la formation, la première fois qu'on doit construire un conducteur de séance, c'est pas inné. Voilà. Donc, tous les conducteurs de séance ont été revus, revisités par, alors à l'époque c'était Gaël qui était avec nous sur le programme, donc par Gaël et puis qui nous en faisait des corrections, qui nous poussait à aller plus loin dans la réflexion, qui vérifiait bien qu'on était bien dans la posture ETP dans les conducteurs de séance, c'est-à-dire que à un moment dans la séance, on basculait pas sur le côté on vient vous donner un coup, que non, c'était bien le groupe qui devait apporter son expérience et de cette expérience-là en retirer quelque chose, même si on a des messages un peu clés à faire passer, mais en général les animateurs en fait de séance sont plutôt là justement pour animer, distribuer la parole et faire une synthèse à la fin de tout ce qui a été dit en appuyant un petit peu sur quelques mots-clés. Mais on a beau être des professionnels de santé pour pratiquement tous les intervenants, sauf bien, mais on n'est pas là en tant que professionnel de santé. Quand on intervient sur les programmes, on est vraiment en tant que praticien en ETP. Voilà. Donc, et c'est vraiment hyper important d'avoir cette distinction, en fait. Voilà. Et donc, Gaël nous a vraiment beaucoup aidé sur tout ça. Voilà, et on est toujours accompagné d'ailleurs par la plateforme par rapport à ça. Donc je vais maintenant laisser la parole pour parler de la suite.
Alors, comment ça s'organise ce programme? Depuis juin 2023, il y a eu 7 sessions. Donc, effectivement, on est tous intervenants en ETP lorsqu'on se présente lors de ces sessions, peu importe son rôle de soignant. Donc, ça alterné entre le CHU, Thiane, Saint-Menant et Landerneau. Donc, en fait, une session, c'est une semaine avec 5 thèmes. Au fur et à mesure, on ajuste. Ils ne participent pas forcément à toutes les ateliers, puisqu'il y a 2 ateliers par jour. Donc, il y a un premier thème, c'est ma maladie. 2 demi-journées sur mon addiction, ma maladie chronique. C'est aborder l'addiction en tant que maladie chronique. Et l'après-midi, on aborde des facteurs de risque et des facteurs de maintien. On a 4 séances d'une demi-journée chacune. Mes émotions vont être épuisées, ces 4 séances. Donc la gestion des émotions, les traitements médicamenteux sur une séance sur le changement et 2 demi-journées, sur vivre avec ma maladie, donc l'aspect plus social, la vie au quotidien, un atelier QC. Et par rapport à ces différents ateliers, est-ce que les patients qui suivent le programme sont dans l'obligation de participer à l'ensemble des ateliers? Non. Alors, je crois que c'est la diapo d'après. Justement, lorsque quelqu'un veut participer à ce programme, il appelle le secrétariat. Il aura un premier bilan, un bilan éducatif partagé, où ça va être le moment où on va définir les besoins, ses besoins. Enfin, c'est le patient qui va définir ses propres besoins. Et à ce moment-là, il choisit là où il est les séances qui le concernent. Et il y aura un bilan final pour faire un petit peu le point sur sa participation. D'accord, donc c'est bien le patient qui vous contacte directement, ça passe pas forcément par le professionnel de santé qui lui aura parlé du programme ETP. Alors, c'est les deux. C'est soit il tombe sur l'information seul et dans ces cas-là, il a accès au numéro et a appelé directement. Soit il y a un intermédiaire. Donc, ça peut être effectivement un soignant, un médecin, une structure, le pharmacien, toute personne qui est informée sur ce programme finalement. D'accord. Oui, déjà, je vais aborder la partie résultats. En fait, il se trouve qu'on a fait l'évaluation la semaine dernière. L'évaluation des programmes, des 3 années de programme expérimental. Et donc, j'ai ressorti les quelques chiffres qu'on a eus là. Donc, depuis juin 2023, donc oui, 7 sessions. Donc, on a fait 85 bilans éducatifs initiaux. Entre ces 85 patients qui sont venus pour un bilan initial et ceux qu'on a pu inclure dans le programme vraiment avec un patient inclus dans un programme de TP, c'est un patient qui a fait le BEP initial, qui a fait au moins une des séances qui était prévue dans le programme et qui est revenu aussi au BEP final. Et donc, il y a quand même à peu près 20% de perte de vue entre le BEP initial et le BEP final. Donc là, on était à 85 BEP initiaux et sur ces 7 sessions-là, il y a 53 personnes qui finalement ont pu vraiment être considérées comme incluses dans le programme à la date là, de la semaine dernière. Et dans cette différence-là d'une vingtaine de personnes, il y en a encore qui sont en cours de programme. C'est-à-dire que c'est un programme un peu particulier dans le sens où parfois, vu que les participants ne font pas toutes les séances, que comme disait Estelle, la séance notamment émotion est très prisée et donc il y a beaucoup de demandes.
certains patients peuvent en fait se retrouver à faire sur une session, par exemple, un atelier ma maladie et aller faire quelques mois plus tard la session émotion. Donc on se retrouve comme ça avec des patients qui sont, on va dire, à cheval sur deux sessions et donc du coup ce qui décale le BP final. Donc normalement il y a à peu près 7 personnes qui vont continuer le parcours là et qui vont faire le BP final. Donc voilà, il y a quand même les pertes de vue, c'est quand même beaucoup entre le VEP initial et l'inscription en séance. C'est-à-dire qu'il y a aussi un délai pour participer aux séances. C'est-à-dire que les sessions, il y en a 4 par an. Donc c'est octobre, mars, juin, janvier. Voilà. Et donc du coup, il y a parfois des délais pour des patients qu'on rencontre la première fois, je sais pas, début novembre et qui doivent attendre fin janvier pour la session. Donc, je pense que cette temporalité fait que pour certaines personnes qui souffrent d'addiction, c'est un peu plus facile de s'inscrire dans ce temps-là qui est un peu plus différé, en tout cas pour la participation. Donc c'est essentiellement, je pense, sur entre le BEP initial et les séances qu'on perd du haut. Et donc pour les patients, ils peuvent rejoindre le programme en cours d'année ou c'est vraiment en début d'année qu'il faut qu'ils... Non, en fait, ils peuvent prendre rendez-vous quand ils voient le flyer, quoi. Et après, on fixe... en fait, les bilans qu'on propose, ils se font tout au long de l'année. Et c'est pour ça que du coup, après, les patients, ils ont le bilan, mais après, il faut attendre la session, parce qu'on ne peut pas faire des sessions toutes les semaines. Et puis après, donc c'est un peu au choix aussi, en fonction des dates, des disponibilités aussi des patients. Certains patients préfèrent attendre, je sais pas moi, janvier plutôt que juin, ou aussi selon la localisation aussi, parce que vu que le programme tourne, dans l'équipe, là, au niveau des structures soignantes, il y a donc la post-cure de Tillane, il y a le CHU de Brest, Saint-Renan, qui a aussi une unité d'hospitalisation complète à l'Estran qui fait des sevrage complexes. Et puis Landerneau, où il y a aussi une montagne. Et donc, en fait, l'idée, c'est que le programme puisse tourner. Donc, il y a une session par an à Brest, une session par an à Saint-Renan. Après, les patients peuvent aussi choisir en fonction du lieu de la session. Ouais, d'accord. Et vous avez un nombre de personnes à accompagner? Parce que là, je vois qu'il y a 3 personnes sur les listes d'attente pour 2025. C'est parce que c'est déjà au complet actuel. Parce que après, en fait, il y a aussi la disponibilité des professionnels pour débloquer des créneaux pour faire les bilans. Et donc du coup, pour 2024, c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de... Bon, heureusement, hein, je vous avoue, il y a Pierre qui fait beaucoup de bilans initiaux et qui participe peut-être pas à la totalité, mais pas loin. On va pas donner les chiffres. Donc là, au final, vous acceptez vraiment voir toutes les demandes que vous avez, vous les acceptez et vous pouvez leur proposer des sessions. Oui. Après, là, c'est vrai que durant cette année, depuis les 8 programmes, je me repropose, on en parle à nos patients, mais c'est vrai que les patients qui venaient dans le programme ETP étaient quand même très souvent orientés par nos structures. C'est-à-dire que c'est des patients, par exemple, qui étaient suivis soit à Saint-Renan ou chez nous et qui n'étaient pas forcément partants pour une cure ou qui débutaient leur parcours. Et donc, on leur parlait de ce programme-là. Donc, c'était principalement des patients qui venaient déjà de nos structures. Et donc là, après, l'idée, c'est aussi un peu d'aller l'ouvrir vers la ville et que, donc, du coup, des personnes, même qui n'ont jamais été suivies, viennent, premier contact via le programme de TP pour essayer justement d'aller vers les patients, quoi. D'accord. Oui, non, parce que j'ai vu que vous alliez le mentionner un petit peu après, mais justement par rapport à l'ouverture sur la ville, est-ce que vous avez prévu une stratégie particulière justement pour toucher la ville à ce niveau-là? Eh bien, il y a comme le communiqué de presse qui est en cours, les CPTS. Là, je vais recontacter les médecins généralistes un peu, à relancer pour transmettre les flyers. Je sais pas si tu as quelque chose à dire.
Oui, et en fait, on a pour l'instant fait une impression de flyer nous-mêmes et on va demander au service communication du CHU en fait de pouvoir imprimer les flyers en grande quantité. Et l'idée, ça va être de pouvoir vraiment les diffuser assez largement. Voilà, reste à savoir sous quelle forme encore. Voilà, est-ce que ça va être par courrier, est-ce qu'on va se déplacer ou autre, et de pouvoir en tout cas les déployer assez largement, notamment chez les professionnels de santé, entre autres, mais pareil, les pharmacies, voilà, pour que ça soit accessible au plus grand nombre, en fait. Et donc toujours dans l'analyse là dans l'évaluation du programme expérimental, on a en fait fait une petite analyse sur l'évolution de certains items. En fait, dans le BEP initial, on va aller demander aux patients de coter de 0 à 10 son ressenti. Donc, comment est-ce qu'il juge, par exemple, les relations à son entourage, comment est-ce qu'il estime sa gestion de l'addiction, sa gestion des émotions. Et donc, en fait, on a fait une petite comparaison entre ces cotations-là avant qu'il participe au programme d'éducation thérapeutique et après. Donc voilà. On voit globalement qu'il y a une petite augmentation de l'ordre moyenne de 10, c'est à peu près 12%, grosso modo, sur les principaux items. Donc en fait, j'ai sélectionné, il y en a plusieurs qu'on évalue, mais j'ai sélectionné ceux qui paraissent être le plus en lien avec une amélioration de la qualité de vie, en tout cas. Donc ce sont ces 7 items qui sont ressortis. Et donc après, parmi les patients qu'on a eus là, sur cette année et demie de programme, il y a donc principalement l'alcool qui ressort. 70% à peu près. Après, les polyconsommateurs aussi, on a vu là une évolution en tout cas entre le début du programme et le début de l'expérimentation et là ces derniers mois là, où il y avait ce pourcentage là a augmenté au niveau des polyconsommateurs. Je pense aussi parce que le programme diffuse un peu plus même pour nous dans notre propre structure aussi vers le service de l'ATI. Et puis après, il y a une partie aussi non négligeable de patients qui souffrent de TCA, enfin de troubles du comportement alimentaire, surtout de type hyperphagie boulimie. Parce que en fait, il se trouve que dans notre patientèle, en fait, on a été amené à développer un partenariat avec le service de nutrition autour du parcours de chirurgie bariatrique et que donc en fait, on est amené à suivre un nombre un peu plus important de patients qui ont un trouble de type hyperphagie boulimie. Et donc en fait, c'est vrai que ces patients-là se sont plutôt bien retrouvés dans le programme. Ils ont principalement participé justement à tout ce qui était, toute la partie émotion, la séance émotion, parce que c'est quelque chose qui ressort dans tous les troubles addictifs, mais notamment c'est l'hyper. Et donc après, voilà, médicaments opiacés aussi, tout ce qui est morphinique, opioïdes, et cocaïne aussi, en petit. Et alors après, donc ça, c'est des résultats, des analyses assez plutôt qualitatives. Après, dans les retours des patients, c'est vrai que globalement, les retours sont quand même très encourageants. Enfin là, sur les questionnaires de satisfaction que j'ai relus, là, sur les 100% en fait, des patients recommandaient le programme. Après, il y a eu, depuis les débuts, depuis juin 2023, il y a eu beaucoup de remarques qui ont été faites à la fois par les patients et puis à la fois par nous, professionnels. Et donc, en fait, petit à petit, on a modifié les conducteurs. Les conducteurs ont évolué, les séances. Enfin, voilà. Donc, les retours sont positifs. Après, il y a les remarques qui vont permettre de construire et d'adapter, en fait, le programme par rapport au retour des patients. Et je voulais rebondir, c'est pour ça aussi que nous, on peut accompagner de manière très longue, en fait, des équipes. Je voulais dire, on peut accompagner de manière très longue les équipes parce qu'en fait, il y a des équipes qui sont tout le temps en réflexion et du coup, après un cycle, finalement, on se rend compte que cette thématique, c'est pas forcément la plus adaptée parce que il y a des retours de patients qui permettent, de se re-questionner. Donc, ça nous permet d'accompagner vraiment les équipes
au moment de la création du programme, mais tout au long de sa vie au programme. Voilà. D'accord, et j'allais dire un truc aussi. Oui, je compléterai. La posture ETP, c'est vraiment une posture qui n'est pas figée, c'est une posture où on est à l'écoute. C'est le patient qui nous donne la matière. Donc ça veut dire que si quand on fait un atelier, les patients sont là, je sais pas, vous avez 10 patients, ils parlent pas, ils font rien, ben, l'atelier, il n'existe pas. On est vraiment là pour orienter. On a un objectif pédagogique, bien sûr, sur chaque atelier. Donc on essaie de l'atteindre. Mais si le patient n'est pas participatif, ben, nous, on ne fait rien. On peut strictement rien faire. Et je compléterai ce que disait Marie. Effectivement, les retours patients actuellement sont très, très positifs. J'ai pas eu un seul retour négatif en disant le programme, non, je veux pas le faire. Il y a des critiques constructives. Mais c'est vrai, c'est un programme qui marche vraiment très bien. Et, bon, j'avais une dernière question. Ce programme-là, il est gratuit pour les patients. Oui. Le principe de l'éducation thérapeutique, c'est justement que ça puisse être une offre de soins gratuite en complémentarité avec leur parcours de soins plus de santé, on va dire. Donc oui, c'est gratuit et l'accompagnement de la plateforme est gratuit également parce que nous, on est subventionné du coup par l'ARS, mais pour permettre d'accompagner les équipes, mais de manière gratuite. Voilà. Très bien, là, c'était très clair. Merci beaucoup à vous 5 pour vos interventions. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour, moi je suis cardiologue et je suis confrontée à beaucoup d'addictions. Alors notamment des addictions au sucre. Voilà, ça c'est, je sais pas comment trouver des réponses. Alors évidemment le tabac, ça c'est voilà. L'alcool aussi beaucoup. Les problèmes du comportement alimentaire, c'est très 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 fréquent. Et je suis totalement démunie. Par exemple, là je viens de voir le choix alimentaire parce que j'ai une patiente qui a trois cancers, dont un du pancréas, là, voilà, bref. Et en fait, elle fume 1,5 paquet par jour. Et elle me dit, docteur, faudrait peut-être que j'arrête, mais comment je fais? Et j'étais incapable de lui dire quoi faire. Oui, où aller? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que notre programme, il est, on va dire, dans toute addiction produit, addiction comportementale. Pour l'instant, on n'a pas eu de patient avec des addictions au tabac. Ah, Uniquement tabac, parce que souvent associé. En fait, on n'en a pas eu, voilà, parce que c'est pas arrivé. Alors. Après, souvent, souvent le tabac est pas tout seul. Hein. Voilà, c'est rare. Voilà, après, pour nous cardiologues, c'est une façon d'entrer en matière dans les addictions. C'est ce qui va reconnaître le plus facilement. Les troubles du comportement alimentaire, c'est très, très. Alors l'alcool, voilà. Notamment chez les femmes, c'est très, très, très compliqué. L'alcool chez la femme, c'est extrêmement compliqué. Il faut passer par des circonvolutions. Il y a un aspect social tabou qui est vraiment énorme. Les troubles du comportement alimentaire, c'est extrêmement compliqué. Docteur, je suis grosse, mais je mange rien. Ou je suis gros, je mange rien. Voilà, c'est l'air du temps qui fait que je grossis. Ok. Voilà, il y a des sujets. Et moi, on n'est pas des petits formés, nous. On est des gros bourrins. Et donc, non, mais c'est vrai, non, mais il faut être. Voilà. Et du coup, en plus, on n'a pas tellement de temps parce qu'on a tellement de trucs médicalement dans la consultation. Et moi, je me sens totalement diminuée. Je ne sais pas comment leur dire, allez dans un programme. Alors, en tout cas, vous pourrez présenter. Alors, il y a des plaquettes, il y a des flyers qui sont là. Vous pouvez leur donner les flyers. Ils prennent contact avec nous et de toute façon, ils seront reçus pour un bilan éducatif. Et au moment du bilan, alors, il faut qu'ils s'en saisissent, bien évidemment. Et en tout cas, vous pouvez leur donner l'information. Et lors du bilan éducatif, il sera un petit peu vu, justement, s'ils adhèrent ou pas et s'ils ont envie d'essayer de faire quelques séances. Et puis, voilà, c'est pas engageant non plus. C'est-à-dire que ils peuvent venir au bilan, puis dire après, en fait, non, je suis pas prêt, ouais. Je suis pas prêt, ça va pas me convenir, voilà. Et si, au contraire, ils décident de faire 1 ou 2 séances, et puis que au bilan, qu'on appelle final, mais qui peut être intermédiaire, ils disent, en fin de compte, maintenant que j'ai fait ces séances-là, j'aimerais bien faire celle-ci. Et c'est possible aussi. Ça, c'est vraiment à la carte. Et vraiment, tout est possible. Et ce patient d'appel, ça peut être les conjoints, parce que des fois, les familles, voilà, sont très, très... Il faut vraiment que ça vienne du patient. On est bien d'accord. Oui. C'est le patient qui prend contact, c'est pas
les conjoints ou qui peuvent dire bah voilà, mon mari il est un peu voilà, ma femme. Enfin, c'est souvent les femmes qui poussent les maris. J'ai rarement vu des maris qui poussent les femmes. C'est souvent dans ce sens-là. Mais par exemple des femmes qui sont très inquiètes ou voilà. Ou par exemple il y a des patients qui ont des cancers ORL, ils peuvent pas parler parce que ou des cancers voilà. Les femmes prennent le Dieu bah il faut que je fasse parce que il peut plus parler mon mari. Bah oui bah non. Alors, pour les familles à laquelle je sors un peu du programme d'éducation thérapeutique, mais pour les familles qui sont vraiment très inquiètes, en difficulté ou autres, on a aussi un centre famille à addiction qui existe. Ok. Voilà, je vais voir si j'ai le numéro avec moi, mais d'accord. En tout cas, on le trouve facilement sur Internet. Voilà, c'est Centre comment vous dites? c'est centre famille et addiction. Il est situé rue Alexandre Ribot au niveau du pôle santé à Carigonan. Voilà, sur la ville. En tout cas, pour les entourages, n'hésitez pas à les orienter vers là. Ok. Pas qu'il est sur la petite plaquette Memento. Il doit être sur le Memento. D'accord. Docteur, c'est super intéressant ce que vous dites parce que nous, au sein de l'association France Patients Cœur Addiction, c'est une association qui est nationale et même dans les dom-tom. Le retour qu'on a, nous, en tant que patients, c'est justement le monde des médecins, des généralistes, des gens qui sont en dehors du milieu de l'addiction. Il y a un manque d'informations phénoménal. Énorme. On sait que vous êtes démunis. Nous, on s'en rend compte. Nous, les patients, on s'en rend compte. Vous êtes totalement démunis. Ah oui. Alors, souvent, ce que je dis, moi, quand je fais des présentations, je dis renseignez-vous. Sur le territoire où vous êtes, il y a des structures, il y a des XAPA, il y a des associations néphalistes, les alcooliques anonymes. Aujourd'hui, Vélib, par exemple, ne fait pas que de l'alcool. Vélib, c'est généralisé à toutes les addictions. Ils ont étendu leur domaine d'action. Vous avez des psychothérapeutes. Mais vous avez des gens on considère que le patient qui veut. Et il y a des flyers, il y a des numéros que vous pouvez leur donner. Mais justement, voilà, il faudrait. Je ne sais pas. Oui, ça. Il y en a, là. Vous allez les avoir, la startup, il y en a. Alors. Il y en a. Et on est parfaitement conscient que le monde de l'addiction, c'est très confidentiel quelque part. Au niveau médical, c'est très confidentiel. Pourquoi ? Parce que c'est une pathologie qui est compliquée, c'est une pathologie qui renvoie les gens à leurs propres problématiques bien souvent. C'est une pathologie, ça fait que 20 ans que le monde médical parle de maladie. Même pas, moins de 20 ans. On parle de maladies chroniques que depuis 10 ans. Et encore, c'est très compliqué. On dit ça, pas une temps qu'on dit ça aux patients, mais nous d'autres, c'est pas une maladie. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'on a un atelier là-dessus d'ailleurs. C'est pour ça que dans le programme, on a un atelier là-dessus. C'est plus compliqué. On a un atelier. Le premier pas, en fait, je pense que le premier pas dans l'entrée. C'est ça. On est là pour ça. On a fait une session la semaine dernière sur l'atelier sur ma maladie. C'était la semaine d'avant, pardon. Et on avait des patients qui avaient du mal à admettre cette notion même de maladie. C'est ça. Maladie chronique. Maladie chronique. Alors déjà, maladie chronique, alors là, fou. Voilà, parce qu'ils en prennent, ils se disent, on en prend. C'est son propre perpète, quoi. On a souvent des patients, quand ils viennent en atelier, quand ils viennent en bilan, qui disent, comment je fais guérir ? Moi, j'aime bien employer le terme de guérison vigilante. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui devient abstinent, quelle que soit sa pathologie, pendant X années, quelque part, il est guéri. Mais il doit rester vigilant. C'est une guérison vigilante. Vous voyez, faut rester... Moi, la première fois que j'ai contacté le soin, on m'a dit, vous ne guérirez pas. Je me retrouvais à l'hôpital, comme je vous ai dit en 2005, vous ne guérirez pas. J'ai jamais accepté cette notion-là, j'ai jamais été d'accord. Il y a toujours moyen de faire quelque chose. Donc, on sait que c'est difficile. Donc, voilà. Prenez les flyers, il y en aura. Et alors, il y a une notion en médecine qui est très connue, enfin qui est très répandue, c'est-à-dire, c'est pas la peine de traiter une addiction parce que sinon, il va la remplacer par une autre addiction. Donc, ça sert à rien de traiter un. Et ça, je l'ai entendu. Mais arrête de te décarcasser. De toute façon, si ce sera pas le tabac, ce sera l'alcool. Si c'est pas l'alcool, ce sera autre chose. Donc, laisse tomber. De toute façon, c'est une personnalité addictive. Et puis, point final. Voilà. Et je suis là, madame. Non, mais enfin, en tout cas, ça. Ah oui, j'ai une addiction de TP, oui, je suis une petite addiction de TP, déjà. Non, mais c'est ça. Non, merci. En tout cas, dans le milieu médical, généraliste, je sais pas, parce que moi, je suis pas généraliste, mais en tout cas, chez les cardiologues, te fatigue pas avec ça. On a tellement d'autres trucs à gérer. Mais si, ça fait partie de notre taf. Enfin, de lui proposer. Déjà, si le milieu médical baisse les bras. Et je vous assure que. C'est comme. Je vais pas. On est là pour ça. Voilà, on est là aujourd'hui, c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que quand j'ai vu hier, j'ai sauté. On se dit, oh, merde, depuis tellement de temps que j'ai besoin de ça. Et la dernière personne que je vois là, c'est une dame qui me dit comment je fais avec mon tabac. J'étais con. Mais vraiment con. Hein.
Non, c'est rien. Si vous avez un doute sur les lieux, vous pouvez très bien prendre n'importe quel numéro d'hôpital de base. Et la secrétaire, après, vous oriente, en fait. Enfin, après, il y a plusieurs structures. Donc, en effet, je pense que quand on est à l'extérieur du CHU, du service, parfois, c'est un peu... vu qu'il y a différents sites, enfin, c'est le service de alors là, on va se regrouper en juin, on va tous être sur le même site avec Tom et Morvan, mais là, pour l'instant, on est différents services. Mais déjà, vous pouvez appeler, même si c'est pas grave si vous vous trompez, vous tombez sur la secrétaire et elle vous oriente, quoi. D'accord. Non, mais votre principe, il me va bien là par rapport aux patients. Donc, du coup, je pense que je vais prendre les flyers et puis je pourrais leur expliquer tout ça. Et notamment, alors nous, ce soir, on représente le XAPA, le Centre de soins d'accompagnement et prévention en addictologie, qui regroupe aujourd'hui le Centre Ménez, qui se trouve à la gare et qui s'occupe un peu plus de l'alcool, le Centre ADI, qui s'occupe de toutes les autres addictions et qui se trouve à Morvan, ainsi que le Centre Famille et Addiction dont je vous parlais. Dans 6 mois, on va tous se retrouver au même endroit, sauf le Centre Famille et Addiction qui restera à l'extérieur, et c'est un choix. Mais autrement, les autres structures, on va tous se retrouver au même endroit à Morvan. Ça sera plus que le XAPA. Il n'y aura plus le Centre Ménez, l'ADI ou autre. Il n'y aura plus qu'un seul et unique numéro de téléphone. Et ça sera aussi le même numéro de téléphone pour la tabacologie de l'hôpital, parce qu'ils intègrent en fait l'addictologie au sens large de l'hôpital. Ils sont un peu dans la même... Parce que quelques patients sont pas là. Et certains n'ont pas du tout accroché. Enfin, voilà, parce qu'ils ne voulaient pas du tout un discours un peu réprobateur ou culpabilisateur, un peu en leur disant, mais en leur donnant des soins. Certains m'ont dit qu'ils avaient ressenti ça. Se ressentissent. L'addicto au CHU, c'est ce qu'on... Ouais, j'ai eu 2... Pour le tabac. Hein. Moi, je parle que pour le tabac. Mais même le tabac, je suis étonné, parce que on les croise, je pense. Ouais. Bon, alors après, est-ce que c'est le patient qui... Voilà, il fait 2 causes d'infacité, 2 AVC, et puis il n'arrête pas. Donc, peut-être que c'est lui qui se juge comme ça et qu'il a entendu ça. Peut-être, on ne sait pas trop. Parce que, entre ce qu'on dit et ce qui est ressenti par le patient, il y a un monde qui est énorme. Hein. Mais on ne peut pas généralité, quoi. Oui, c'est ça. Mais ils sont à peu près dans la même mouvance que vous, c'est-à-dire dans le sens où voilà, il faut vraiment que le patient se sente compris, écouté, respecté. Et pas dans l'ancienne fois là. On n'est pas là pour qu'on partage en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc oui, on travaille vraiment dans la même dynamique. D'accord. Après, on peut aussi imaginer, peut-être certains dans la salle sont au groupe. Pardon. On peut peut-être aussi imaginer, si certains sont dans le groupe du PTSM 29, il y a des groupes de travail qui travaillent vraiment à améliorer l'annuaire. Alors, il y a 2 choses, parce que je pense aussi à Madeo, la plateforme Madeo, mais là où sur Madeo, c'est le professionnel de santé qui va se faire inscrire sur Madeo. Il y a vraiment une démarche active du professionnel qui se fait référencer finalement. Mais je pense au PTSM 29. Alors, moi, j'y ai pas été, mais je sais qu'une collègue m'avait dit que c'était en cours. Un groupe de travail faisait tout un référencement de toute l'offre de santé en santé mentale sur le Finistère. Et donc, je crois qu'avec toutes les technologies qu'on a, on va réussir à avoir justement un annuaire parlant, transversal, pour savoir, et les professionnels de santé, par exemple, comme des cardiologues en libéral, mais pour tous les professionnels de santé, pharmaciens, infirmières libérales, pourront beaucoup mieux orienter leurs patients et leur proposer plusieurs choses. C'est-à-dire que donner un flyer sur une chose, c'est déjà très bien et c'est un premier pas vers le soin, mais le patient, il faut qu'il puisse avoir le choix du lieu. Comme vous le disiez, là, c'est génial de pouvoir changer de site parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'un patient en addicto, si on lui dit c'est que à l'Estran à Saint-Renan, mais qu'il a un très mauvais souvenir parce qu'il a fait une cure il y a 10 ans, mais il a rechuté ou ça a été la cata, sa cure à ce moment-là, il n'a pas envie de retourner sur le lieu. Là, donc c'est... Et peut-être que vous êtes au PTSM 29 et vous allez pouvoir me répondre, non? Alors, non, moi, j'y suis pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a plusieurs annuaires qui sont, de différentes manières, qui sont en cours de construction. On sait que le dispositif d'appui Santé, le DAC,
est en train aussi de construire un. On a été aussi contacté par, je dirais plus par qui, mais plus côté Côte-Nord, quelqu'un qui était aussi en train de construire un annuaire. Donc attention aussi de ne pas multiplier les outils. Maintenant, alors on ne l'a pas encore, mais ça va venir. On devrait avoir prochainement, j'espère dans l'année, un site internet sur la dictologie du CHU où on parlera bien évidemment des structures partenaires avec lesquelles on travaille, ce qui devrait permettre que ce soit à des personnes individuellement d'aller s'enseigner, mais même pour les professionnels de santé de pouvoir trouver en tout cas les coordonnées plus facilement. En effet, moi je crois que la multiplicité, on va perdre en visibilité. Et alors, je ne sais pas du tout, quand je parle du PTSL 29, ma collègue m'en a parlé, je ne sais pas, moi je dirais il y a 1 an, et si ça se trouve, ils se sont dit, attends, il y a ça qui se fait, est-ce que... Mais en tout cas, il y avait un groupe de travail vraiment sur le référencement. Après, quand vous parlez du DAC, vous parlez, je pense, de la plateforme Madéo, là. Ouais. Et alors, moi, je la trouve super, la plateforme Madéo. J'ai inscrit ma structure, voilà. Mais j'espère que ça va se développer encore plus. C'est que pour l'instant, sont référencés uniquement les professionnels de santé qui se manifestent. Et les professionnels de santé, alors je ne sais plus, qui sont peut-être inscrits sur, je ne sais pas si c'est avec, vous allez pouvoir me dire, peut-être avec les numéros. Oui, ouais, avec le répertoire du ROR, ouais. Mais effectivement, ils vont être inscrits avec l'adresse, le numéro de téléphone, mais qui peut être erroné, parce que si dans l'annuaire, il n'est pas bon. Et donc, ce qui est intéressant dans Madéo, c'est que quand on vient s'y inscrire, on peut mettre des mots-clés, ce qu'on fait, on peut bien enrichir son profil, parce que sinon, effectivement, à part avoir un nom, un prénom et un numéro de téléphone, ça reste de l'annuaire, page blanche, page jaune, finalement, donc... Il y a une page actu aussi, il me semble, sur l'annuaire, sur Madéo, où les structures peuvent aussi mettre en avant les actus, les journées qu'elles font. Ouais, en fait, de mémoire, il y a agenda et une page où aussi on peut écrire de l'article en dessous d'un. C'est ça, ouais, tout à fait. Il y a des articles qui peuvent être écrits à destination des professionnels ou des particuliers et tous les agendas, mais ça se recoupe avec les agendas des CPTS, des différentes CPTS, voilà. Est-ce que, et ma question va peut-être pouvoir être mais est-ce que vous faites des formations pour les justement des gens comme même nous médecins, en fait, on est tellement juste pour aborder. Moi, je suis arrivée en retard, mais peut-être vous en avez parlé. Non, mais c'est parce que je suis désolée, c'est moi qui réponds aux questions, mais c'est parce que j'ai un peu d'informations. On est en lien avec le CLS, le contrat local de santé. Qui a commencé à répertorier en tout cas sur le pays de Brest, pas pour Brest pour l'instant, mais qui a répertorié pour le pays de Brest un peu, s'il y avait des professionnels, alors que ce soit sanitaire, social, médico-social ou autre, qui avaient des souhaits de formation. Donc, oui. On a dit qu'on allait intervenir et que justement on allait s'appuyer un peu sur le réseau qu'on a aussi Finistère Nord, pas que ce soit le CHU qui porte tout, parce que clairement on ne peut pas te porter. Après, normalement on n'a pas vocation non plus à... il faudrait bien que... on est sur le TT, mais on est aussi sur nos missions premières qui sont de s'occuper des patients, donc on n'a pas non plus un temps... énorme, parce qu'on intervient aussi des coups déjà dans le champ des formations initiales, la fac, les instituts de formation, on intervient plus avec les EHPAD. Donc c'est un temps compliqué pour intervenir. Après, on n'est pas con, mais on souhaite que si on intervient, il y ait du monde aussi. Et à l'occasion, à l'occasion du défi de janvier, avant le défi de janvier, alors pas l'année dernière, mais l'année d'avant, il y avait eu une demande, parce qu'on intervient sur le défi de janvier en collaboration avec la ville de Brest et le Pont Alcool. Donc il y avait eu une demande
pour de 2 sessions de formation. Alors, il y avait une en soirée et une pendant l'heure de midi qui avait été proposée pour des professionnels libéraux, voilà. Et en fait, il y a eu une des sessions où il y a personne qui s'est connecté, c'était en visio. Et la deuxième, on a eu 3 personnes. Donc, C'est vrai, hein. Je suis pas étonnée quelque part. c'était vraiment des bases en addictologie. Enfin, c'était prévu pour que ce soit des bases en addictologie. C'était à la demande normalement des professionnels. Et on n'a pas eu beaucoup de monde. On est contre, enfin, je pense qu'il y a Il y a un regard du médecin vis-à-vis de la personne addictive qui est très, vraiment très dégradé, très, et voilà. Enfin, voilà, il y a vraiment un gros. C'est pour ça que je me dis, il y aurait vraiment un gros. Je ne sais même pas comment on pourrait. Est-ce que c'est pendant les études de médecine où il faut expliquer que je ne sais pas comment on peut faire en sorte que on est très dédaigneux, vraiment très dédaigneux, quoi. Et ça, c'est par rapport aux études de médecine, je vais laisser Pierre répondre. Oui, j'ai eu la chance d'être sur la demande du professeur Guillou de la Cavale. J'ai eu l'occasion de faire une intervention en fac de médecine il y a un peu plus d'un mois, au courant décembre. Donc j'ai pris les bébés médecins en 2e année et je leur ai présenté mon parcours et je leur ai expliqué un petit peu ce que le patient attend justement des professionnels de santé. Et la question que vous êtes en train d'évoquer, c'est vraiment celle-là. C'est-à-dire qu'on a parfaitement conscience, que ce soit l'Oxapa, que ce soit nous, les associations, de cette méconnaissance des produits qui existent pour aider les gens dans le domaine de l'addiction. Maintenant, moi j'emploie une phrase. Il n'y a pas de mauvaise manière de rentrer dans le soin. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y a des gens qui vont rentrer par obligation pénale, d'autres pression de la famille, et c'est pas grave. Quand vous prenez mon parcours, moi j'étais en océan Indien, en mission, je me suis passé par le Val-de-Grâce, je me suis retrouvé à la Chia. En 2005, c'était pas forcément le meilleur parcours pour entrer dans un programme de soins en addicto. Ben, c'est pas grave, la graine a été semée. Et quelques années plus tard, ça a été fait. Donc, il faut tout essayer. Maintenant, effectivement, l'information. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer. C'est ce que je veux dire, c'est encore plus, c'est quelque chose de, enfin, c'est plus profond que ça, c'est-à-dire que, enfin, plus profond, je sais pas comment dire, mais le médecin, vis-à-vis du patient qui a des problèmes d'addiction, a un regard en général. Peut-être pas les psychiatres ou peut-être pas. Je parle pas des infirmières. Tout ce qui est paramédicaux est beaucoup plus évolué que nous sur le plan, sur ce plan empathique. Il y a des points bloquants. Je vais vous en donner un qui est classique pour nous patients auxquels on se heurte très souvent, c'est les urgences. On sait qu'il y a un point bloquant avec les urgences parce que les urgences sont débordées. Les médecins urgentistes, ils voient arriver toutes sortes de pathologies au sein de leur garde. Et quand vous avez des gens qui viennent avec des problèmes addictifs, notamment un alcool régulier, bah les réflexions, on les entend. On entend ce comportement, on entend ce regard. Oui, c'est un tabac. Par exemple, moi je fais pas mal de cancers parce qu'il y a des traitements qui ont des effets sur le cœur. Et en gros, il y a plein de cardiologues qui ne veulent pas voir les patients IRL, par exemple, parce que ils les appellent les bar tabac et c'est bien fait pour eux. Et ils ont que ce qu'ils méritaient, point final, pam. Là, c'est un problème d'éthique chez vous, hein. Comment vous dites ? C'est un problème d'éthique dans ces cas-là. Je parle de l'état de la vie rêvée des médecins. Oui, bien sûr. Moi, je parle de... Ouais, mais comment on fait ? Enfin, voilà, et le patient, il se sent... Comment voulez-vous qu'il puisse... Si déjà la personne qui est censée le soigner a un regard culpabilisateur et... Donc, il faudrait déjà... Je ne sais pas comment on peut faire comprendre aux médecins. C'est ce que je vous dis, c'est pour ça que j'interviens en fac. C'est pour ça que je prends les bébés médecins tout de suite en disant, soyez empathiques. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre d'addiction, traitez-le comme quelqu'un qui a un accident de voiture ou qui a une jambe cassée. Ayez la même empathie, c'est une maladie. Soyez à l'écoute. Bon, j'espère que le message est passé avec ce que j'ai vu. Allez-y, il y a plein de questions. Marc, derrière. Ça bon, c'était... Je souhaitais revenir sur votre programme d'éducation thérapeutique parce que je suis un petit peu frustré parce que je voudrais savoir un petit peu plus que vous avez pu vous noter en termes d'amélioration auprès des patients. Parce que ce programme, il est intéressant. Mais avec votre recul maintenant, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Mon recul de patient expert ou le recul pour rien ? Pour les patients. En tant qu'expert, c'est quand j'essaie. Donc là, je pense que là, vous avez un bon recul. Et qu'est-ce que nous, directement, on peut, soignants, mettre en avant auprès des patients par rapport à l'intérêt d'un programme d'éducation thérapeutique ? Ouais, je vois. Si, il y a quand même des évolutions très positives et très concrètes.
on a eu généralement, il y a beaucoup d'avancées sur la notion de maladie. Comme je disais tout à l'heure, on arrive malgré tout à faire rentrer cette notion grâce aux ateliers. Et à partir de là, ça permet aux gens de se responsabiliser par rapport à leur maladie. C'est-à-dire que souvent, ce que je leur dis, vous n'êtes pas coupable d'être addict. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous faites. C'est-à-dire, prenez votre maladie en main, prenez le soin en main. C'est une maladie où on a cette chance-là. On dépend de personne. Si on veut se soigner, on se soigne. Si on ne veut pas se soigner, on ne se soigne pas. C'est nous qui décidons de faire ce qu'on veut. Et avec l'aide d'un médecin, bien sûr. Oui. Ce sont des acteurs. C'est là, complètement acteur. C'est une pathologie, on peut être totalement acteur. C'est quand même une chance. Ensuite, les ateliers émotions. Globalement, les retours sont très positifs. Il y a beaucoup de patients qui, à l'issue des semaines d'ateliers, ont quand même une meilleure gestion, ont pu exprimer certaines choses qui vont les aider par la suite avec leur entourage. On a un atelier sur le changement qui fait un carton. Je ne vous cache pas, on travaille sur ça de Pontchaska. On précise sur les différentes phases du changement et ça donne un outil aux patients pour échanger avec leur famille. On leur parle souvent de temporalité. Il y a la temporalité du patient qui, lui, veut aller vite et la temporalité de la famille et de l'entourage qui, elle, est généralement beaucoup plus lente. Et ils en ont un peu bavé souvent avec le patient, ce qui fait qu'ils attendent de voir. Et en leur donnant ces outils-là, on aide le patient à échanger avec la famille. Alors, on a vu des progrès, moi j'ai vu sur les bilans, j'en ai fait quand même quelques-uns, les bilans finaux, où effectivement les retours c'était ça. Il y avait cette notion de maladie, cette notion après d'échange avec la famille qui s'améliorait comme ça. Merci. Voilà. J'ai juste une question. Si j'ai une petite question, c'est bête, mais pour moi l'éducation thérapeutique du patient, c'est déjà il a pris quand même conscience de son maladie. Moi dans mon cadre, j'ai des entre guillemets, parce que je vois que vous faites comme ça, mais moi, là, quand je vois les patients, je suis diététicienne nutritionniste. Souvent, ils viennent me voir parce qu'il y a un bilan lipidique, hépatique et paro. Ils ne me disent pas tout de suite qu'il y a une consommation d'alcool. Je passe très longtemps, j'ai la chance de pouvoir passer 1h20 avec eux. Et on finit à la fin à savoir qu'il y a une grosse consommation d'alcool. C'est-à-dire que les envoyer dans une éducation thérapeutique, parce que là, ils ne sont pas du tout venus pour ça. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ni dans les sanctions. Par exemple, je prends l'exemple de la cardiologue, quand il y a un patient qui fait un infarctus, il finit dans une éducation thérapeutique, dans un peu une hospitalisation, mais là, il n'y a pas d'hospitalisation, il vient juste voir la diététicienne. Et je me rends compte qu'il y a ces problèmes-là, parfois une ouverture, mais pour faire partie de cette éducation thérapeutique, est-ce qu'il a dû déjà passer par voilà. Parce que je trouve... parce que là, c'est bien 7 jours, si j'ai compris, j'arrive en retard, excusez-moi. Le programme, c'est 7 jours, une semaine. C'est une semaine, oui. Après, tout le monde ne participe pas forcément à toutes les demi-journées, mais c'est sûr... de le faire en plusieurs étapes. Mais en fait, j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut faire pousser les portes chez un patient qui, en fait, il a jamais fait du tout la démarche en 7 jours, en fait. Parce que il n'y a pas de prise de conscience. Pour moi, c'est difficile de le faire, de débuter une éducation, mais c'est... Oui, après, je sais si je suis ouverte avec ma question. Non, mais je comprends. Après, là, c'est vrai que là, il y avait un petit biais depuis le début du programme, c'est que c'était quand même des patients qui étaient orientés par nos propres structures. En effet, donc voilà, donc c'est vrai que... après, c'est quand même mais en effet, pour des patients qui viendraient depuis la ville, je pense que soit c'est quelque chose qui a pu être travaillé en amont avec un professionnel de santé, ou soit s'ils étaient dans une phase peut-être de déni ou de pré-contemplation, mais après, le patient, si lui, il a peut-être conscience aussi de sa problématique, il peut de toute façon prendre contact lui avec la structure. Donc, bien évidemment que quelqu'un qui va prendre comme ça rendez-vous pour un bilan d'éducation thérapeutique en addictologie sera déjà dans une prise de conscience de sa maladie. Donc après, en tant que professionnel de santé, c'est aussi peut-être, en effet, ce changement-là, la prise de conscience, ça se travaille. Mais après ça, que ça prend du temps. Mais je dirais qu'à votre niveau, vous pouvez quand même leur en parler. À votre niveau, vous pouvez quand même leur parler de l'éducation thérapeutique. Ce sera peut-être pas leur bonne temporalité, mais au moins ils offrent ça dans un coin de leur tête. Et peut-être que dans leur évolution dans l'évolution de leur vie, il y a un moment où vraiment ils vont retrouver le flyer. Et là, c'est peut-être un moment où il va prendre conscience parce qu'il y a une réflexion, par exemple, de quelqu'un. Et ça va être le moment pour lui d'entrer dans le programme. Donc je pense qu'il faut petit à petit commencer à en parler. Il dira peut-être pas le mois suivant prendre contact, mais au moins il aura eu l'information.
Et ce sera déjà un 10. Et petit à petit, mais je me suis dit qu'effectivement, pour parler 7 jours, il fallait déjà que le patient il ait fait 2-3 programmes. Non, pas forcément. Le soin en addicto, c'est une histoire de graines que vous semez. C'est la temporalité du soin ne correspond pas toujours à la temporalité du patient. Par contre, il faut avoir dispensé l'information. Vous dispensez l'information comme vous pouvez et le patient s'en saisira à un moment ou à un autre. Et il y aura une fenêtre. Une des questions qu'on me pose régulièrement quand j'interviens, c'est ouais, dans ma famille, j'ai quelqu'un qui souffre d'addiction, mais je ne sais pas comment faire. Le seul moyen, c'est la patience, de l'empathie et de l'écoute. C'est le seul moyen. Si vous allez à l'encontre, effectivement, en brusquant les choses, c'est beaucoup plus compliqué, mais semez les graines. Et à un moment ou à un autre, effectivement, souvent dans des situations plus difficiles, le patient, à ce moment-là, il y a un moment où ça va germer. Mais c'est vrai que c'est un soin qui demande au départ de la patience. On ne devient pas addict du jour au lendemain, on ne sort pas de l'addiction du jour au lendemain non plus. C'est une temporalité. Et je voulais juste rebondir. En fait, comme le programme, en fait, il se fait en ambulatoire et pas en hospitalisation. Donc, il dure 5 jours. Mais en effet, pour reprendre ce qui s'est passé, au tout début, on a eu des personnes qui ont fait les 5 jours. Parce que je pense que nous, on était enthousiastes aussi, puis qu'on voulait, voilà, on vendait bien notre programme, donc ils voulaient faire toutes les séances. Et à la fin de la semaine, ils nous ont dit « Waouh, C'est fini. c'est dur, c'est dense, ça doit c'est beaucoup parce que ça peut beaucoup remuer malgré tout. Donc voilà, c'est trop. Donc c'est vrai que même si au moment du bilan, on se rend compte que les personnes pourraient avoir besoin de toutes les séances du programme, on leur demande quelle est votre priorité aujourd'hui. C'est quoi votre premier objectif aujourd'hui? Et on essaye d'avancer avec eux comme ça, c'est-à-dire que peut-être que sur une session, ils vont faire 1 ou 2 thèmes, et la session suivante, ils peuvent faire un autre thème. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment adapté, vraiment avec la personne. Donc même quelqu'un qui est un peu dans le déni, mais qui se dit bon, je vais appeler quand même parce qu'on m'en a parlé, je vais appeler quand même pour voir. De toute façon, c'est au bilan qu'on verra si la personne elle adhère, si elle arrive à franchir le pas ou pas. Je vais rajouter quelque chose. Mais juste sur le profil des patients là dont vous parliez, c'est vrai que même si tous les patients actuellement venaient de nos structures, le parcours dans le soin qu'ils ont eu avant était très variable en fait. Il y avait des personnes qui avaient déjà fait, pour certains, plusieurs cures, plusieurs post-cures, d'autres qui venaient après 2-3 consultations ambulatoires au XAPA par exemple. Donc c'est vrai que les profils étaient très différents. Après c'est ce que les patients amènent aussi dans la discussion, enfin lors de l'atelier. Et donc ça peut aussi l'échange avec les patients qui ont un parcours peut-être plus long peut aussi amener une réflexion pour les patients qui ont eu, qui eux sont, on va dire, nouveaux dans les soins spécialisés, quoi, changer. Et le trait de conscience n'est pas forcément une acceptation de la maladie. Donc c'est vrai que c'était pour rebondir à ce que vous me disiez, ils ont une prise de conscience, ils acceptent pas forcément qu'ils sont malade et encore moins une maladie chronique. Donc c'est un premier accès peut-être au soin. Une toute dernière question. Et après, de toute façon, il y a le stand cocktail, on pourra échanger plus après. Le dernier vivant, est-ce qu'il y a un suivi des patients? Est-ce que vous savez si on en cure, Alors, encore une fois, on a un biais aujourd'hui, c'est-à-dire que souvent, ils avaient déjà un suivi, ou en tout cas, ils avaient participé à des soins. Donc, souvent, ils continuent leur suivi. Comme on dit, c'est pas... c'est... Comment dire? C'est pas, il faut programme, il n'y a pas d'obligation, et puis c'est une offre supplémentaire, en fait. Maintenant, justement, le pari qu'on fait aujourd'hui en ouvrant à des personnes qui sont peut-être pas suivies, c'est de se dire, mais et si après avoir fait le programme, ils se disent, en fait, je veux bien faire le suivi.
Eh ben oui, bien sûr qu'on pourra leur proposer un suivi. Ça fera partie de l'offre, mais ça fait vraiment partie de l'offre de soins. Et on fait pari aujourd'hui aussi de se dire que peut-être aussi que certaines personnes n'ont pas envie de parler de leur addiction à leur médecin généraliste parce que c'est le médecin de famille. Voilà, il connaît toute la famille et c'est gênant d'en parler. Et puis que peut-être que s'il voit le flyer, il va s'en saisir parce que, en effet, peut-être qu'il n'est pas dans le déni, mais tout simplement, il ne veut pas en parler. Et il va se dire, eux, je ne les connais pas. Puis ça, c'est peut-être pas engageant. Peut-être que je peux essayer d'aller voir. Et puis, peut-être que ça peut l'amener vers les soins. Enfin, voilà. Et ça, on ne le sait pas aujourd'hui. Mais on espère que ça pourra ouvrir cette porte-là. Ouais, c'est ça, il n'y a pas d'obligation. Bon, après, c'est l'idée de... Ouais, là, j'ai de mémoire. J'ai 2 patients avec qui je faisais un bilan initial. J'ai interrompu le bilan, j'étais voir la secrétaire et ils ont pris un rendez-vous avec un professionnel de santé en parallèle. On a continué le bilan ensuite, puis on a fait le parcours. Mais ça leur a ouvert l'esprit en disant, oui, tout compte, vous avez raison, j'ai besoin de me faire aider, psychologue, psychiatre, et puis ils ont pris un rendez-vous. Donc c'est des gens qui ne sont pas suivis du tout, c'est ça. Vous savez, un parcours de soins d'addiction, quand vous rentrez dans le parcours de soins, vous avez besoin d'avoir des points de chute. Vous avez besoin d'avoir des repères temporels. Donc vous allez faire peut-être une cure, peut-être une post-cure, avoir un rendez-vous avec votre psychiatre, avoir le bilan initial pour le TP, les ateliers. Parce que la première année, le patient il a besoin d'avoir des dates, il a besoin d'avoir des points de repère qui vont dire, vous savez, un patient il compte. On compte les premiers jours, on compte les premières semaines, on compte les premiers mois. Donc, quand on a des échéances, ça nous aide à aller vers ces échéances-là. Oui, alors, c'est pas la finalité de l'ETP, je ne vous le cache pas, mais il se l'approprie aussi de cette manière-là. C'est-à-dire que tous les outils que vous pouvez mettre à disposition de quelqu'un qui souffre d'addiction, s'il s'en saisit, il augmente ses chances de réussir. Parfait, écoutez, une caisse en cocktail. Merci. Merci.